pour moi, c'était un petit peu pareil quand j'étais en session de cold call. Au début, c'était de toute façon, il faut que je paye mon loyer. De toute façon, à un moment donné, il faut y aller. On se pose pas de questions, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. C'est de toute façon, faut y aller. Enfin, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Je pars vraiment du principe où on n'a rien sans rien. Et c'est le fait de se débrancher le cerveau à devenir en fait imperméable. Quand c'est ça, je dis pas qu'il faut devenir un robot, pas ça du tout. On reste des humains, on a des émotions. Moi, je vais pas dire que je suis hypersensible, mais je vis vraiment chaque instant de la vie. Je suis un amoureux de la vie. Je suis peut-être bisounours parfois, mais tous les échanges, je les vis vraiment à 300%, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, il faut pas être un robot, mais à un moment donné, il faut juste, tu as une mission et tu y vas. Tu as un objectif, tu as un cap à tenir, tu fonces. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche. Nous sommes avec Mister Augustin Tonnel, a.k.a. Mister Sales. Écoute, c'est un super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien, c'est cool, en forme, et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ravi et plaisir partagé également parce que on a accueilli un autre sales, un autre commercial il y a une à 2 semaines aussi et c'était hyper intéressant et hyper impactant. Et je me dis qu'aujourd'hui aussi, ça ne peut être que ça, quoi. Ah bah carrément, franchement, avec grand plaisir, j'ai hâte, tu sais, je t'avais dit, j'ai hâte de délivrer moi des tips, des partages ultra concrets, ultra applicables, pour mettre tout de suite en place après l'épisode. Carrément. Du coup, je vais pas mal de questions à te poser, comme tu dois sans doute le savoir. Mais avant de commencer, quoi de beau, quoi de new, quoi d'exceptionnel chez toi en ce moment? En ce moment, quoi de beau, quoi d'exceptionnel, je dirais la vie. Ça fait très utopiste, très bisounours. Non, je suis sur une super année. Je me suis jamais autant éclaté, je me suis jamais autant senti à ma place. Donc voilà, on kiffe, on fait ce qu'on aime, et c'est le plus important, je pense. Bah, carrément, carrément. Et puis surtout que les vacances viennent de se terminer. Ouais, ouais, vacances pour certains, pas pour moi. Moi, c'était il y a 3 mois. J'ai cravaché tout le mois de juillet et tout le mois d'août, donc bon. Ouais. Plaisanter parce qu'on est deux dans ce cas de figure. J'ai pas entendu, excuse-moi. Plaisanter parce qu'on est dans enfin, c'est le même cas de figure, quoi. Il n'y a pas Ouais, je crois que un week-end de 3 jours, mais non, on a charbonné tout l'été, quoi. ah bah on n'a rien sans rien, hein. Si on veut des résultats, il faut y aller, hein. Exactement. Bah, tu sais quoi, pour commencer déjà ce podcast, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, qui tu es. Euh, Chez nous, en fait, on adore les histoires d'entrepreneurs. On sait que, on est conscient que vous venez tous enfin, vous avez tous une histoire à partager. Vous avez des péripéties et il y en a énormément à partager et surtout que les entrepreneurs sont des héros de leurs propres histoires. Donc, dans ce cas de figure, je vais te laisser faire un petit monologue, hein, d'une dizaine, voire plus ou moins de minutes, durant lequel en fait j'aimerais que tu parles de ton parcours. Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein. Notamment dans l'entrepreneuriat. Alors, faire tout ça en 10 minutes, ça va peut-être faire long, je vais peut-être saouler tes auditeurs, mais qui je suis pour essayer de te raconter une histoire. Moi, je m'appelle Augustin Tonnel. Pour commencer du début, j'ai commencé la prospection téléphonique et le cold call quand j'avais 15 ans. La vie a fait que, je sais que ça surprend, mais la vie a fait que bah, j'ai dû payer mon loyer, payer mes factures, payer mes charges tout simplement. Et quand tu as 15 berges, bah, t'as pas trop de métiers qui se proposent à toi. Donc les métiers le plus actionnable, enfin le plus disponible tout de suite, c'était bah, un métier de call caller, c'était faire de la téléprospection. C'était littéralement, je sais pas si tu vois, mais les organismes d'associations que tu vois souvent dans la rue, genre la Croix-Rouge, etc., et les gars qui t'arrêtent, même la SPA parfois, ils disent hey, salut, c'est cool, t'as pas 2 minutes. Bah, en gros, moi je faisais ça par téléphone, donc c'était mes premières expériences en tant que call call qui ne me plaisaient pas du tout. C'est ça qui est ultra paradoxal parce que ça me plaisait pas du tout le call call, je détestais ça. Mais pour le coup, c'était un taf alimentaire, j'étais obligé de le faire. Et la force des choses, c'est qu'à force de le faire, à force de le faire, à force de le faire, et bah du coup, j'ai trouvé des petites billes pour commencer à aimer ça, pour commencer justement
bah, être bon. Et quand tu es bon, bah, forcément, tu commences à aimer le truc, même si de base, initialement, tu n'aimes pas ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint une grande entreprise d'assurance que je ne peux citer, mais c'était une entreprise d'assurance pour le coup, et j'étais sur la partie particulier. Et donc pendant 2 ans, c'était de la prise de rendez-vous, pareil, du call call. On avait un sous-sol avec tous les call callers, et on arrivait le matin, on avait un fichier, un Excel qui n'était pas qualifié du tout. Et le but, clairement, c'était d'aller choper du rendez-vous. On nous disait, vous sortez pas de cette pièce tant que vous n'avez pas 10 rendez-vous par jour. Donc c'était ça aussi, c'était ultra formateur. Là, on était sur une cible tout autant une cible de particuliers. Donc du coup, j'ai fait 4 ans de particulier jusqu'à mes 19 ans. Ouais, j'ai fait ça jusqu'à mes 19 ans. Et ensuite, encore une fois, je suis reparti dans les assurances, dans un autre groupe. Mais là, j'étais plus sur la partie relationnelle. Et en fait, je prenais plein d'appels entrants. Et dans ces cas-là, j'étais ce qu'on appelle chargé de relations clients. Donc c'était recevoir les appels, gérer les demandes, etc. Donc toujours au téléphone. C'était ma 5e année de téléphone. Et ensuite, j'ai rejoint une start-up dans la réalité virtuelle thérapeutique parce que je me suis dit faire du call call, c'est bien, mais je voulais vraiment trouver du sens. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est on est dans une génération qui est vraiment en quête de sens, qui est vraiment en quête de valeur derrière en fait ses actes, ses actions. Et du coup, c'est ce que je voulais à l'époque. J'étais un petit peu utopiste, si je puis dire. Mais du coup, c'était de la réalité virtuelle thérapeutique et on soignait des handicaps lourds ou légers, typiquement Alzheimer, Parkinson, etc. Ou aussi la trisomie 21, l'autisme, etc. via des casques de VR. Un petit peu les casques que vous voyez, des casques de PlayStation. En fait, nous, on l'avait couplé à des logiciels qui étaient définis et qui étaient réalisés par des psychiatres. Donc, on travaillait vraiment main dans la main avec l'équipe médicale. Et mon job, typiquement, moi, j'étais dans cette startup et c'était de faire toute la partie commerciale. Donc call, donc rendez-vous, donc closing, etc. J'étais typiquement sur cette partie-là. J'ai fait ça pendant 1 an et ensuite j'ai switché sur un logiciel SaaS. J'ai switché sur un logiciel SaaS où là on était dans le commerce conversationnel et ultra formateur parce que pareil, startup, l'entreprise venait de la Silicon Valley, de Palo Alto. Donc, bah, forcément, vraiment un écosystème startup, vraiment un écosystème américain. Et là, nos clients, c'était des grandes boîtes, c'était des grands groupes, des grands réseaux. J'ai été pitché sur la partie auto d'un gros réseau de supermarchés. Donc, c'était vraiment dingue. Franchement, c'était ultra formateur aussi. Et là, pareil, 150, 200 calls par jour. À chaque fois, c'était le point commun. Et après, la startup s'est un petit peu cassé la gueule, si je puis dire, comme beaucoup de startups. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien faire? J'étais un petit peu en introspection. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et bah, typiquement, on était dans la 7e année que je faisais du call call. Et je dis, bah, je crois que j'aime bien faire du call call et que je suis plutôt bon pour ça. Et du coup, à la place d'avoir plusieurs casquettes dans les startups où je faisais le marketing, je faisais le commercial, je faisais un peu tout, là, je me suis dit, je me concentre sur ce que j'aime faire, qui était la prospection, du coup, la prospection téléphonique. Et j'ai rejoint une agence de prospection à Paname qui s'appelle Finker. Et donc, nous, en gros, on est spécialisé dans la lead gen, on est spécialisé dans la prospection et on vient apporter des rendez-vous qualifiés à des grandes entreprises du digital. Que ce soit dans le Nasdaq, que ce soit également dans le CAC 40. Et en grande partie, nos typologies de cibles et nos typologies de prospects, c'est ce qu'on appelle des C-level. Des C-level, c'est des CTO, c'est des CFO, c'est des CMO. Donc forcément, c'est ultra challengeant et forcément que l'approche est différente et doit être ultra efficace. Et donc j'ai rejoint Finker l'année dernière, en juillet ou août dernier. Et en fait, comme vraiment, j'ai vraiment pris le pli de la prospection et du call call, j'en faisais encore plus tous les jours. Là, j'en faisais vraiment 600, 700 appels par semaine. En fait, ouais, en fait, derrière, ça me libérait quand même du temps. Et de ce temps, je l'ai transformé. En fait, j'ai lancé ma boîte en janvier de cette année, janvier 2023. Symbolique de le faire en début d'année, un peu comme une nouvelle naissance. Mais j'ai lancé mon auto-entreprise et où, en fait, je coach et je forme les entrepreneurs ou les entreprises sur le sujet du call call. Donc là, ça fait 9 mois que je fais ça. J'ai accompagné plus de 100 coachés sur le sujet du call call et j'ai lancé mon podcast, je crois, 2 mois après le lancement de ma boîte. J'ai lancé mon podcast qui s'appelle Callcast, qui est le premier podcast 100% dédié au call call. Et en fait, je suis parti d'un constat, c'est que chacun a un petit peu sa sauce de faire du call call. Tu sais, on partage des méthodes, etc. Mais tu prends la méthode de l'un, là, bah, tu ne sauras pas l'adapter. Donc,
chacun a un petit peu sa secret sauce sur le call. Et l'idée, c'était vraiment de ramener tout le monde, tous les psychopathes comme moi qui kiffent faire qui kiffent bouffer des lignes, qui kiffent bouffer des fichiers clients pour aller les appeler. Et en fait, que chacun partage ses petits tips, ses petits conseils, ses petits partages d'expérience. Et ce qui l'a mené aussi à faire du call. Et là, on est au 11e, voire 12e épisode, quelque chose comme ça. Bah écoute, j'ai été sur ton podcast, c'est vrai que j'ai pas mal été rencontré si je peux me permettre, des grosses têtes un peu. Enfin, quand j'appelle grosses têtes, c'est des personnes qui ont prouvé, qui font partie de la crème de la crème. On peut se permettre des commerciaux, etc. J'ai une dame aussi, je crois que c'est ton dernier épisode, une dame qui avait eu un parcours assez hyper atypique, qui avait rejoint des grands groupes pour par la suite rejoindre des petits groupes, enfin, des startups, etc. Et j'ai trouvé les podcasts super intéressants parce que bah, déjà son parcours était à l'inverse. Et puis elle vient de nulle part et elle a ce, comment on appelle ça? Enfin, elle a ce, je m'en fous, on y va. On verra. Et j'ai adoré, franchement hyper intéressant. C'est cool, ouais, c'était avec Vanessa, elle a vraiment un culot qui est incroyable. Et en fait, c'est là que tu vois que d'un profil à un autre, tu vois qu'il y a des profils qui sont extravertis, des profils qui sont introvertis, des profils qui ont toujours su qu'ils voulaient faire du call, des profils qui en font depuis 2 ans, mais qui explosent en fait toutes les stats. Et c'est là que c'est hyper intéressant en fait de voir que le call, c'est un sujet qui réunit énormément d'entreprises et qu'à chaque fois, et quand tu veux te placer sur le sujet de la prospection ou du développement commercial, curieusement, le call pointe son nez parce qu'il fait des résultats année après année en fait. Oui, carrément, carrément. Mais du coup, tu sais que à chaque fois que tu parles, j'ai énormément de questions, comme dans la majorité de mes podcasts. Tu as commencé très jeune. Ouais. 15 ans, je pense que je joue au Pokémon, moi. C'est une force slash nécessité. Quand je dis ça, c'est pas en mode me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. C'est surtout que par certains moments, la vie fait que tu dois prendre des décisions et tu dois agir plutôt que te lamenter ou quoi que ce soit. Donc non, sur le coup, ouais, 15 ans, j'ai commencé à faire du bigot et aujourd'hui, ça m'a amené où j'en suis. Je pense que c'est limite le destin qui a fait que. C'est ça qui est rigolo. Mais ouais, 15 ans, je faisais déjà des appels. Ben, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as appris depuis ces 15 ans? Parce que j'imagine déjà que tu es obligé d'être débrouillard pour avoir bâché énormément de prospecteurs dans la rue. J'imagine que tu as dû te prendre tellement de vent de râteaux par rapport à des clients. Euh, qu'est-ce que tu as retiré de tout ça? Parce que surtout en entrepreneuriat, enfin, moi je reçois pas mal des entrepreneurs qui, du coup, je ne veux pas appeler. Euh, j'ai peur. Le client va me raccrocher au nez ou si je l'appelle, si je le perds une fois, ce sera mort, je pourrais plus le rappeler, comment je fais, etc. Et ça, c'est généralement quand on appelle déjà plus d'une dizaine. Et toi, tu me dis qu'il y a des mois où tu fais des centaines et des centaines d'appels et je me dis que même si tu es le top caller, tu te manges des vents quand même. Comment est-ce que tu as fait de tes 15 ans jusqu'à maintenant à, disons, pas subir, mais continuer à avancer malgré tout? En fait, je suis quelqu'un qui sait débrancher le cerveau quand il faut. Pour moi, il y a certains métiers qui nécessitent une énorme résilience. Le call, ça en fait partie. Il y a certains métiers encore plus, typiquement les sportifs. Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que moi, j'ai réussi à faire le parallèle avec un sujet que j'adore, c'est le sport. Typiquement, je suis un grand sportif, j'adore le sport, c'est vraiment ma vie, que ce soit l'hygiène qu'il y a derrière, que ce soit la régularité, que ce soit la discipline en fait, la discipline slash la résilience, le fait de tu prends ton cerveau, tu dis ok, je me sens pas, enfin j'ai pas le mood aujourd'hui, bah tant pis, je vais aller faire une séance de sport. Ok, j'ai envie de sortir avec mes potes, mais il faut quand même que j'ai 8 heures de sommeil parce que le lendemain j'ai une grosse séance où je vais taper un record personnel. Enfin, qu'importe en fait, l'idée c'est que le sport, ça m'a vraiment guidé pour m'apporter une structure et m'apporter une sorte de process, tu sais. Et en fait, le fait de faire le parallèle avec le call et le sport, ça m'a permis, je vais imager, pardon, mais un peu comme quand tu es, quand t'es dans ta séance de sport, tu galères, c'est dur, tu sues, tu es en train de te liquéfier, c'est trop galère, mais tu dis, de toute façon, je suis là, de toute façon, je suis à la salle, faut que j'y aille, tu vois. Pour moi, c'était un petit peu pareil quand j'étais en session de call. Au début, c'était de toute façon, il faut que je paye mon loyer. De toute façon, à un moment donné, il faut y aller, on se pose pas de questions, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, c'est de toute façon, faut y aller. Enfin, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Je pars vraiment du principe où on n'a rien sans rien. Et c'est le fait de se débrancher le cerveau à devenir en fait imperméable. Je te,
quand c'est ça, je dis pas qu'il faut devenir un robot, pas ça du tout. On reste des humains, on a des émotions. Moi, je vais pas dire que je suis hypersensible, mais je vis vraiment chaque instant de la vie. Je suis un amoureux de la vie, je suis peut-être bisounours parfois, mais tous les échanges, je les vis vraiment à 300%, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, il faut pas être un robot, mais à un moment donné, il faut juste, tu as une mission et tu y vas. Tu as un objectif, tu as un cap à tenir, tu fonces. J'adore ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tu veux quoi comme sport? Alors, j'ai fait du basket, enfin, je fais du crossfit, je fais de la musculation. Avant, je faisais beaucoup de piscine aussi. Ok. Ouais, là, j'ai 2 tendinites à mes 2 genoux à cause du basket, justement. Wow. Tellement je me suis cramé, mais non, sinon, du coup, j'adapte un petit peu. Là, je suis en mode muscu. En ce moment, c'est muscu crossfit, on va dire. Super. Mais tu sais que tout ce que tu dis là, je me retrouve dedans et je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, ça ne se voit pas, mais je suis un petit peu sportif. J'essaie Si, d'aller ça se voit bien, carré, bien à la carré aussi. salle ou d'aller courir, etc. Et les sensations que tu viens de décrire, eh ben, ce sont des sensations que j'ai aussi. Parce que par exemple, quand tu es sur le tapis, tu dois essayer de faire un bon petit 10 km. Tu es à 5 km, tu n'as pas envie d'arrêter. Tu n'as pas envie, tu continues, tu te dis, ben voilà, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je suis à 5 km, je suis hyper fatigué, ou bien ça fait 3 jours que je n'ai pas été à la salle, etc. Je suis pas en forme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue? Sauf que tu as ton objectif devant. Et c'est fou, hein, mais à chaque fois, moi, je me fais si tu veux, des sortes de métaverses entre les deux, des sortes de parallèles entre les deux parties, quoi, entre l'entrepreneuriat et le sport, parce que je me dis, si j'arrive tu vois, ce 10 km en un certain nombre de temps, et ben, je pourrais aller chercher plus loin, ou bien en fait, j'aurais level up, tu vois. Et dans ma tête, quand je suis en train de courir ces 10 km, c'est comme si j'étais en train de travailler sur mon entreprise en même temps. Et je me dis, bah, si j'arrive à faire ces 10 km-là, pourquoi est-ce que j'arriverai pas à faire ça pour mon entreprise aussi? Et c'est Mhm. complètement dingue parce que ça te rend un peu maso et un peu fou parce qu'après 10 km, tu as envie de faire 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40. Et c'est hyper génial. Et j'adore ce que tu dis parce que je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui devraient se mettre au sport, pas pour perdre du poids, mais surtout dans la partie perfection, Mental. enfin, optimisation et performance, pardon. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, tu vois, c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que tu vois, cette quête du toujours plus, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais en fait, elle est où la finalité quand tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. En fait, tu vois, il y a effectivement, il y a un côté un petit peu malsain de cette quête du toujours plus, où à un moment, enfin, on tombe dans l'éternelle insatisfaction en fait. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu as, etc. C'est pour ça que c'est ultra important de se faire moi, ce que j'appelle des checkpoints de réussite. C'est-à-dire que en fait, sur cette partie-là, c'est hyper important que tu saches accepter, tu saches accepter en fait la satisfaction que tu as lorsque tu as couru un 10 km ou lorsque tu as ton premier client. Je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, tu sais. Il ne faut pas uniquement avoir la tête dans le guidon et avoir cette volonté de toujours plus, toujours plus. Parce qu'en fait, le côté malsain, c'est que on reprend sur le côté du sport. Si tu dis vas-y, je fais 10 km, mais au 4e kilomètre, tu te foules la cheville, tu te tords la cheville. En fait, oui, c'est bien de faire toujours plus, mais à un moment donné, il faut aussi s'écouter et il faut aussi revoir tes objectifs à la baisse où là, va pas, c'est no way, en fait, tu vas pas courir 6 km avec la cheville en vrac. Et bah, tu vois, en entrepreneuriat, c'est pareil. Tu te fixes un objectif, mais si sur la route, il se passe quelque chose auquel tu dois t'adapter, et c'est là où c'est ultra important, l'adaptation, et ben en fait, il faut savoir capter l'information, il faut savoir capter l'événement pour dire, ok, je m'équilibre en cours de route, l'objectif, on le revoit soit à la baisse, ou l'objectif, il revient à changer, et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que un parcours entrepreneurial, c'est comme un parcours sportif. C'est jamais linéaire. En fait, quand tu fais une course, quand tu fais une perte de poids, quand tu fais n'importe quoi, ça va jamais ça va jamais en flèche. En fait, ta courbe de progression, elle est jamais comme ça. Tu grimpes, puis tu as un down. Tu grimpes, puis tu as un down. Et ainsi de suite. Et c'est là où la motivation et c'est là où la résilience, elle va être ultra importante parce que ça serait, si c'était aussi facile et que ça serait qu'un up tout le temps, la vie, elle serait trop simple et on n'en serait pas là. On ne serait pas là à dire que le parcours entrepreneurial, c'est l'un des plus compliqués. On n'en serait pas là. C'est comme sinon un régime, ça serait accessible à tout le monde, ou soulever 150 kilos avec une barre de développé couché, ça serait accessible à tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est aussi, tu te prends des claques dans la gueule. C'est aussi, à la manière du call, tu te prends une objection, tu te prends des obstacles dans la vie, et le fait de se dire, ok, c'est normal, c'est faire. Il y a des obstacles sur la route. Les accepter, ça me permet de les surmonter. Et comme ça, ma progression, elle est comme ça. Et à la fin, même si ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'atteindrai mon objectif. Et je sais qu'il y a des éléments sur la route auxquels je vais être confronté. Du coup, j'ai une question pour toi, Augustin. Étant donné que tu es dans la vente, hein, tu es du vente, du prospection, du contrôle, du outil de gestion de la prospection, etc. Mhm. J'aimerais savoir quel est le plus gros mythe qu'il y a dans la vente.
Dans la vente ou dans la prospection? dans la prospection. Euh, En vrai, les deux se rejoignent. Dans la vente slash prospection, le plus gros mythe, c'est le fait qu'il faut comment le tourner. C'est le fait que pour être commercial, il faut avoir la tchatch slash avoir la tchatch, ça te permet d'être un bon commercial. Tu vois, c'est les deux sont un peu liés, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une ineptie. Pourquoi? C'est parce que déjà, j'ai vu tellement de collaborateurs et j'ai vu tellement de profils dans mon parcours qui étaient introvertis, qui étaient réservés, mais qui faisaient des ravages. C'était vraiment des machines de guerre. Parce que, en fait, c'était des profils qui étaient hyper cérébraux, tu sais. Et donc, ils arrivaient tout le temps à analyser les gens, ils le faisaient dans leur coin, etc. Et derrière, ils ressortaient en fait l'information au bon moment et ça faisait vraiment mouche, tu sais. C'est un petit peu. Il y a une expression qui dit le chien qui aboie le plus, c'est le chihuahua, et pourtant, c'est pas autant qu'il va te mordre, tu vois. Tu vois, et peut-être que je tourne à une sauce, à la sauce Augustin, mais en fait, ce qui est important de se dire, c'est que parler, c'est bien, mais parler pour rien dire, c'est nul. Ça sert à rien, tu vois. Et que tu aies la tchatch, c'est bien, que tu saches englober ton discours, c'est bien, mais si ton discours, c'est de la merde, et si t'as pas compris le besoin de ton prospect en face, et ben en fait, tu iras droit dans le mur. C'est pour ça que la première étape de se dire, ouais, moi j'ai la tchatch, je suis un putain de commercial, c'est trop bien, etc. Bah en fait, tu vas droit dans le mur parce que tu te bases sur ce qu'on appelle un soft skills. Ouais, c'est ça. Tu te bases sur ce qu'on appelle un soft skills, un savoir-être, mais c'est pas un savoir-être qui doit te guider en fait. C'est pas le savoir-être ultime, tu vois, quand tu es commercial. Pour moi, les savoir-être qui sont vraiment ultimes, c'est l'écoute, tu vois. C'est l'écoute, c'est la bienveillance, c'est l'empathie. C'est pas, enfin, c'est pas le discours en fait. Et c'est pour ça qu'on dit 80% des commerciaux, bah 80% c'est de l'écoute et 20% c'est du discours. Enfin, t'es en face de moi, je comprends où t'as mal, j'analyse, je te pose les bonnes questions pour récupérer la bonne info. Et après, l'information que tu m'as donnée, une fois que je l'ai captée, je m'en sers pour faire le parallèle avec ma proposition de valeur. Plutôt que de débouler, parler de ton produit pendant 1h30 et après faire bon, est-ce que dans les 1h30 de discours, il y a quelque chose qui a fait mouche chez vous? Non, c'est pas comme ça. De toute façon, tout à l'heure, on reviendra sur cette partie process, etc. J'ai pas mal de questions à te poser sur certaines techniques, synthèse, etc. Est-ce que tu y crois? J'ai ma petite idée là-dessus. On aura l'occasion d'échanger dessus. Mais avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, je pense qu'il y a certains de nos éditeurs qui peut-être ne savent même pas ce que c'est que le call, la prospection. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, je m'hydratais. En fait, le call call slash la prospection, ça va être le fait de contacter ton prospect dans le milieu du B2B pour justement derrière lui proposer un rendez-vous. En fait, il y a énormément il y a énormément de personnes ou il y a énormément de profils commerciaux ou même pas qui ne connaissent pas la différence entre la prospection téléphonique et le démarchage. Typiquement, tu vois, le démarchage, ça va être SFR, Free, Orange, les trucs offshore qui vont te contacter, que tu t'appelles Sekou, que tu t'appelles, qu'importe ton prénom, on s'en tape. Vraiment, qu'importe ton prénom, on s'en tape. On vient juste prendre un fichier, pas qualifié du tout, et en fait, on vient de faire, souvent c'est de l'upsell, ou alors c'est de la nouvelle vente, mais c'est pas qualifié du tout, et on veut faire la vente au téléphone. Là, on veut que tu prennes la carte bancaire ou alors que tu souscrives à quelque chose. Ça, c'est vraiment du démarchage. C'est pas qualifié et on veut clairement que tu passes à la caisse tout de suite. A contrario, on a la prospection téléphonique slash call call, où là, le but, c'est pas de vendre du tout au téléphone. C'est clairement pas ça. Quand tu fais du call call, le but, c'est de l'inscrire dans un cycle de prospection pour prendre un rendez-vous avec ton prospect en call call et lui en dire plus sur ton offre au moment où lui a décidé, au moment opportun. Bien sûr, tu as, le travail de découverte, mais l'idée, c'est vraiment, pour vraiment si je devais imaginer un petit peu ce cycle de prospection, quand tu fais du call call, tu as ce que j'appelle le zéro. Le zéro, c'est la préparation de ton appel. Tu as ensuite le R0. Le R0, c'est le call call. C'est le rendez-vous que tu prends avec ton prospect lors d'un call call. Un call call, c'est 1 minute 30, 2 minutes, grand maximum, pas plus. Et ensuite, tu as le R1. Le R1, c'est l'appel de découverte avec ton prospect, où là, typiquement, tu vas lui poser toutes les questions qui vont faire mouche auprès de toi, qui vont te permettre de faire la différence, enfin de faire la liaison avec ta proposition de valeur. Et ensuite, le but, c'est que justement, pendant ce Discovery Call, tu fasses ensuite la transition pour l'attirer à un deuxième rendez-vous, ce qu'on appelle l'appel de démo, l'appel d'argumentaire, l'appel de closing. Ça peut être l'appel de closing en fonction de ton produit. Typiquement, si tu es un logiciel SaaS à 35 euros par mois, ça sera plus simple de closer qu'un hébergement cloud à 3 millions, tu vois.
Mais typiquement, faut vraiment imager comme ça. Tu as le 0, le R0, le R1 et le R2. Et en fait, le call call vient s'inscrire dans une optique de prise de rendez-vous, dans une optique de vente, mais pas tout de suite. On vend. Là, dans ces cas-là, quand tu as ton prospect en call call, bah, tu parles jamais de tes features, tu parles jamais de tes fonctionnalités. On a X ou Y. Non, tu arrives avec ta proposition de valeur qui est ciblée par rapport à l'ICP justement que tu as défini. L'ICP, c'est l'Ideal Customer Profile, le profil du client idéal. Et en fait, s'il y a un bon fit, s'il y a un bon match entre ton ICP et ta proposition de valeur, bah dans ces cas-là, tu proposes un rendez-vous à ton prospect pour lui en dire plus. Hyper intéressant. Je vois que tu es calé dans le domaine, je ne me suis pas trompé. Bah, après 8 ans, heureusement. Bah, franchement, c'est top. Merci déjà pour cette précision. Parce que voilà, il y a pas mal d'amalgames, hein, prospection, etc. Enfin, il y a énormément de techniques. Quand on dit call call, ça fait extrêmement peur. Et je te le dis parce que, enfin, je te le répète, parce que j'ai vraiment des personnes qui ils ont peur d'appeler. Euh, 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 c'est même pas pour vendre qu'ils ont peur. Enfin, c'est pas le fait de proposer le produit, ce sont les objections. D'ailleurs, j'aurais des questions, étant donné que voilà, je pense que ça fait déjà presque une dizaine d'années que tu es dans la prospection. Euh, comment est-ce qu'il faut réagir quand tu te manges, disons, des portes ou des ventes ou des non, on n'est pas intéressé ou des bip, bip, bip. En fait, tu vois, typiquement, quand tu parlais de la peur du téléphone, très souvent, lors de mes coachings, je me rends compte que la peur du téléphone, elle est liée à un manque de préparation. On dit souvent, bah, le call call, tu peux le faire en mode freestyle, c'est juste tu prends un blaze, tu prends un nom, et ensuite, voilà, tu l'appelles. Et tu vois, à plein de moments, je vois des coachés où quand ils appellent, bah, ils ont le CRM ou ils ont Excel, et bah, ils appellent, ils lancent l'appel, et après, ouais, je dis, bon, t'appelles qui là? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Bah, alors, il fait ça, et il découvre, tu vois. Et merde, je me suis perdu sur la question. C'était quoi ta question déjà? Oui, c'était sur les objections. Effectivement, c'était sur les objections. Donc déjà, tu vois, pour ce que tu m'as dit sur la peur de prendre son téléphone, plus tu vas avoir un travail de préparation sur qui est ton prospect, sur ton ICP, sur ton ciblage et même sur ton fichier client, plus derrière, en fait, tu vas gagner en confiance, tu auras moins de stress et cette peur du téléphone, elle va disparaître automatiquement. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, sur la gestion des objections, déjà, il y a un mythe que je veux débunker et auquel je veux apporter une réponse, c'est que les objections, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. En fait, si toi un jour tu fais du call call et tu fais des appels, déjà les objections, c'est sûr que tu vas en avoir. Oui, ça tombe, tu vas tomber sur des prospects qui vont te dire ah bah vous tombez au bon moment, trop bien, etc., qui prennent rendez-vous avec toi. Ça c'est le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, quand tu veux prendre rendez-vous avec quelqu'un ou quand tu parles à quelqu'un de quelque chose, c'est normal que la personne elle a des zones d'ombre que tu dois éclairer. C'est normal que la personne elle se pose des questions en mode mais est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez telle typologie de logiciel ou quoi qu'est-ce? Et au contraire, ça montre qu'elle s'intéresse et en fait elle te montre les points d'interrogation qu'elle a. Là, tu arrives avec un discours auprès de ton prospect et il te colle une objection. Vois-le vraiment euh, comme une pièce d'un échiquier qu'il avance vers toi. J'adore faire le parallèle avec un échiquier parce que quand tu joues à un jeu d'échecs, quand tu te lances en partie avec quelqu'un, tu avances une pièce. Imagine que tu avances ton discours. Et bah ton prospect en face, c'est pareil, il avance une objection. Mais est-ce que c'est pour autant que, que ton prospect t'avance une objection, tu dois balancer le plateau, tu dois dire fin de partie? Non, allez, je joue plus. Non, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est vraiment ton prospect, il dit où il a mal, tu fasses le parallèle justement avec bah, toi, avec ta proposition de valeur, ou si l'objection elle a aucun rapport, typiquement je suis en réunion, bah, il dit, bah, en fait, il teste, vois vraiment les objections comme un test auquel toi tu dois passer pour réussir à avoir ton prospect. Si c'était aussi facile et que tu arrives à prendre rendez-vous comme ça avec le DSI de Danone ou le CTO de Google, le call call, enfin, tout le monde en ferait. Si c'était facile, tout le monde en ferait. Je suis d'accord avec toi. Donc, pour toi, les objections, pour résumer, euh, pour moi, ce sont en fait, je considère des objections comme des opportunités à de convaincre la personne. Parce que en fait, euh, pour moi, la vente, c'est donner la possibilité à la personne de pouvoir s'exprimer concrètement. C'est-à-dire que tu vas répondre à un besoin. Tu viens me voir, c'est parce que tu as un problème ou je t'appelle, c'est parce que je pense que tu as un problème et que je pense avoir la solution à ce problème. C'est-à-dire que même si ce problème, toi, tu ne le détectes pas directement et que tu me dis que tu n'es pas intéressé,
Et que si j'arrive à bien utiliser mes techniques, on arrivera aux techniques de prospection, etc. Et que j'arrive à bien mettre en place en action mes techniques de prospection, et bien concrètement, mon objectif sera de te mettre en position de confiance et que tu puisses toi-même te rendre compte que tu as besoin de moi et parce que je vais venir t'apporter ma solution, eh bien, concrètement, tu pourras passer à un autre niveau, soit vendre plus, soit répondre aux besoins de tes clients à toi aussi, si tu es en B2B ou enfin en B2B ou B2C, peu importe. Je pense vraiment que la vente devrait être considérée, je pense, comme un game et j'ai l'impression que on a mis sur le personnage de la vente un manteau d'ours qui fait que tout le monde en a peur, surtout dans le CF, hein, dans le monde actuel où on est, où il y a énormément d'inbound, etc. On dit, voilà, tu vas appeler, mais on va te raccrocher au nez, qu'est-ce qui se passe? J'appuie vraiment dessus parce que j'ai pas mal de retours par rapport à ça. Du coup, j'ai une question, Augustin. Est-ce que tu penses il y a des industries en particulier qui marchent plus en cold call ou pas, ou c'est adaptable à tout type de business, par exemple? Non, vraiment, l'avantage, c'est que bah, en 8 ans, j'ai pu justement faire ces différents business. Et en fait, l'avantage du cold call à chaque fois, c'est que tu as t'as ce retour instantané et direct que t'as pas avec tous les autres canaux. C'est-à-dire que tu vas envoyer un mail de prospection ou quoi qu'est-ce, un message LinkedIn, etc. Si ton mail il n'est pas ouvert ou si ton mail il n'est pas répondu, tu peux pas avoir la data comme quoi, bah, est-ce que c'est ton objet, est-ce que c'est telle typologie de phrase, est-ce que c'est ton discours, tu peux pas avoir l'info. Par contre, tu appelles ton prospect et toi, tu as rédigé ton script. Et sur ta session de call, ça c'est un exemple que j'adore donner, c'est sur ta session de call, tu fais 60 appels. Sur tes 60 appels, à chaque fois, on te raccroche au nez à la quatrième phrase. Bah, la quatrième phrase, tu peux la dégager tout de suite. Et en fait, tu as cet affinage et tu as cette montée en compétence continue sur le call qui te permet en fait de les appels que tu fais le lundi, bah normalement ils vont être meilleurs le mardi, après ils vont être meilleurs le mercredi et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, la première chose à comprendre sur la partie sales et à assimiler, c'est la remise en question continue. Il y a énormément de sales, il y a énormément de call callers, enfin, il y a énormément de profils commerciaux qui s'embourgeoisisent, enfin, qui tombent dans le confort en fait du sales. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leurs 4 à 5 rendez-vous par semaine, ils vont se dire que c'est bien, et c'est tout. Ils vont se dire, bah non, je suis un bon commercial, je prends mes 4 à 5 rendez-vous, c'est bien. Mais en fait, la différence entre un commercial comme ça et un bon commercial, c'est que le bon commercial, il va tout le temps chercher à s'améliorer. Il va tout le temps récupérer la data qu'il récupère, que ce soit sur ses logs d'appels parce qu'il réécoute ses appels, que ce soit sur les mails, les mails de retour, que ce soit qu'importe la data qu'il va récupérer, il va la capter, il va l'analyser et il va ensuite la réutiliser pour s'améliorer. Et c'est là la différence entre un bon commercial et un commercial lambda, entre guillemets. Intéressant. Mais écoute, tu sais, on revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le sport, etc., la recherche de performance, quoi. Tu as fait tes objectifs de la semaine, ok, ben, on va attendre la semaine prochaine tranquillement, ou bien est-ce que tu en veux encore plus? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas malsain d'en vouloir toujours plus, parce qu'en fait, si tu allies cette volonté du toujours plus à une remise en question et à une montée en compétences, et bah forcément que tu vas t'améliorer. Forcément que ta learning curve, elle va être vers le up, vers le haut, si je puis dire. Typiquement, quelqu'un qui va à la salle depuis 3 ans, il va avoir une période de stagnation. Tu vois, même 4 ans, il va avoir une période de stagnation où certes, il va avoir des efforts, mais ils seront plus petits que s'il avait réadapté son entraînement en mode bon, bah, ça fait 3 ans que je fais de la muscu, là dans ces cas-là, il faut que je réadapte mon training, tu vois, que si tu dis bah, je fais tout le temps le même training, je fais tout le temps le même pattern, le lundi c'est le haut du corps, le mardi c'est le bas et ainsi de suite. Forcément qu'à un moment tu as cette stagnation, et moi je pars toujours du principe stagner c'est reculer. Parce qu'on est là sur la partie sales, on est sur un domaine qui est tellement concurrentiel que si tu progresses pas en continu, tu te fais rattraper par X, Y et Z. Et justement, le call, ça te permet de récupérer le plus de data possible pour toi monter en compétences et pour gagner en fait en puissance, gagner en crédibilité quand tu as tous les autres loulous commerciaux qui sont dans ton dos. Comme quoi, il y a également la question de la formation qui va directement de pair avec ce que tu viens de dire, c'est que stagner, c'est reculer. Concrètement, ce que tu as appris il y a une dizaine d'années lorsque tu as commencé, j'imagine que tu t'es formé encore et encore
pour apprendre d'autres techniques. J'aimerais que tu viennes, enfin, que tu me parles de l'importance justement de se former en tant que ce soit en fait en tant que sales ou bien en tant que prospecteur ou bien concrètement en tant qu'entrepreneur, quoi. En fait, en tant qu'entrepreneur, slash en tant qu'humain, slash en tant que cold caller, tu peux mettre n'importe quelle typologie de profil. C'est toujours vital. Pour moi, c'est vraiment le terme vital, il est bien adapté. C'est toujours vital de te former en continu pour continuer à progresser. Et c'est pas, enfin, l'idée, c'est de voir aussi un peu plus loin que le bout de son nez. Typiquement, tu fais du cold call, bah, tu vas pas te taper tous les bouquins de cold call. Tu vas aussi avoir une vision un peu plus macro, un peu plus prendre un peu plus de hauteur. Moi, typiquement, si je te dis ce qui m'a vraiment aidé dans le cold call, tu vas débloquer, hein. C'est vraiment, déjà, c'est le sport. Comme tu l'as vu, c'est vraiment le sport. C'est le fait de soulever une barre de 100 kilos, bah, de me dire, OK, bah là, la barre de 100 kilos, soit je la soulève, soit je crève. Donc, bah, tu vois, franchement, un cold call derrière, c'est bidon, hein. Ça me fait pas peur, hein. Et tu vois, le nombre de profils bien, bien commerciaux, tu t'en as parlé tout à l'heure, mais qui me disent que le sport, il y a vraiment une dimension mindset en fait. Il y a vraiment une dimension où ton cerveau en fait après il est imperméable. Tu peux aller en rendez-vous client, tu peux aller faire n'importe quoi. Quand tu blindes ton cerveau et il devient imperméable, t'es inarrêtable. Ça c'est la première partie, c'est le sport. Ensuite tout simplement, enfin tu vas débloquer, hein. Mais c'est des bouquins aussi sur la psychologie. Typiquement genre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Cliché de ouf, j'en ai conscience, mais ce bouquin c'est un vrai game changer. Transformez-le comment se faire des amis plutôt en comment mieux interagir avec l'être humain. Voilà, si je peux faire la traduction. Après, c'est des bouquins comme Le guerrier pacifique, qui est incroyable. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais Le guerrier pacifique, où en fait, c'est un petit peu une histoire d'un sportif, je crois que c'est de l'athlétisme, ou de la course à pied. Bref, c'est un Allemand. Et en fait, il fait le parallèle avec. Il a rencontré quelqu'un, c'était une sorte de mentor, un petit peu surnaturel, enfin bref, qui lui a ouvert les yeux sur plein de choses, sur la notion de spiritualité, sur la notion d'énergie. Et avant, tu sais, j'étais quelqu'un de très terre à terre. Franchement, j'étais quelqu'un de très terre à terre. Et à partir du moment où j'ai commencé à inclure une dimension spirituelle et énergétique dans ma partie commerciale, même dans ma vie de tous les jours, il y a eu un vrai game changer. Je sais que ça fait gourou, ça fait chaman du call, mais c'est pour ça que je savais que tu allais rigoler. Mais à partir du moment où tu essayes de comprendre des choses qui ne sont pas tangibles, en fait, tu vois plus loin que le bout de ton nez. Je vais te donner un exemple où enfin, tes auditeurs et toi, vous allez un peu me comprendre. En call call, il y a ce qu'on appelle le mojo. Tu vois, enfin, tu peux l'appeler le mojo, tu peux l'appeler l'essence, tu peux l'appeler le chakra, tu appelles ça comme tu veux. Mais plus tu vas monter en puissance, comme un diesel, plus tu vas te mettre en jambe, plus tu vas faire des appels, plus tu vas être dans une sphère positive, une bulle positive, où tu vas transmettre de l'énergie positive à ton prospect. Et ton prospect, si il reçoit une rafale de positivité, forcément qu'il sera plus à même de prendre rendez-vous avec toi que si tu arrivais et que tu avais l'amabilité d'une porte de prison. Et ça, c'est pas quelque chose, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, tu sais. C'est une question de mojo, c'est pas quelque chose de visuel, tout simplement. Et à partir du moment où tu t'ouvres, en fait, t'ouvres tes chakras, t'ouvres tes mindsets sur toute la partie positivité, toute la partie énergétique, et ben là, en fait, vraiment, ton business, ta vie de tous les jours, elle passe vraiment à un stade incroyable. C'est aussi lié, tu sais, à la loi de Murphy. Il y a tu vois, il y a la loi de Murphy qui dit, je suis désolé, je pars dans des explications à chaque fois, mais T'en fais pas. Je trouve que ce que tu dis, c'est hyper intéressant, hyper important parce que parfois on ne fait pas le lien entre toutes la partie spirituelle et la partie, l'aspect factuel de la vie, c'est-à-dire l'aspect complexe qu'on peut voir. Mais c'est hyper important, quoi. Comme, bon, quand tu parlais, il y a pas mal de questions qui me sont arrivées en tête. Et surtout cet aspect spiritualité. J'aimerais te poser la question juste après dessus. Donc, au-delà de ça, il y a cette partie aussi où tout à l'heure, tu me parlais du fait de personnaliser vraiment ces appels. Le call calling, ce n'est pas, tu me diras hein, si c'est bien ça, et j'aimerais que tu parles de ça, de cette partie. C'est pas prendre un fichier Excel et l'appeler ligne par ligne, c'est aller connaître la personne avant même de l'appeler. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails dessus? Après, je te parlerai de cet aspect, si tu veux, spiritualité. Je trouve que c'est hyper intéressant. en fait, la première étape quand tu fais du cold call, c'est de connaître ta cible. Définir ton ICP, définir ton buyer persona, c'est la première étape. Pourquoi c'est la première étape? C'est parce que si tu veux faire des actions de prospection, des actions de vente, des actions commerciales, si tu veux t'engouffrer là-dedans, et ben Coco, tu as intérêt à ce que justement ta cible elle soit bien définie
pour que tu puisses faire le parallèle avec ta proposition de valeur et que toutes les actions qui vont être chronophages et qui vont être énergivores pour toi, ça ne soit pas des coups d'épée dans le vent et qu'elles ne te servent pas à rien. Parce que il n'y a rien de pire que de se fatiguer et de mettre en place des efforts si en face, c'est pas aligné avec ta proposition de valeur. Donc, c'est vraiment la première étape. Si tu définis un ICP et un buyer persona vraiment carré sur les angles, vraiment ultra, je ne sais même pas si c'est une expression, mais carré, vraiment, on va dire carré comme le Kiri, si tu vois ce que je veux dire. Et vraiment ultra carré, ultra défini, ultra précise, justement, tu vas pouvoir récupérer le plus d'infos possible pour que dans ton discours, tu fasses le parallèle. Je te donne un exemple. Tu me dis qu'aujourd'hui, ton offre, il y a énormément de mes coachés, quand je leur pose la question, aujourd'hui, ton offre, elle est destinée à qui? Bah, un peu tout le monde. Moi, justement, j'ai la chance de pouvoir accompagner X, Y et Z. Et bah, tu te doutes bien que si tu dois avoir un discours qui convient à X, Y et Z, et bah, ça va être quelque chose d'ultra général. Ça va pas être quelque chose de personnalisé. Typiquement, pour donner un exemple, si tu me dis, ah bah moi j'accompagne tous les entrepreneurs de partout dans le monde, voilà, j'accompagne tout le monde. Bah, j'ai failli dire un gros mot et voilà, mais sérieux, ça veut dire que tu vas accompagner énormément de monde et bonne chance. Bonne chance pour faire une offre personnalisée. J'ai même envie de dire, bah, bonne mère, quoi, parce que plaire à tout le monde, Franchement, c'est bonne plaire à merde et bon personne, c'est courage. hyper compliqué, quoi. Enfin, C'est ça. Par contre, si tu me dis, écoute, j'accompagne les bouchers de la région parisienne dans le 75 qui ont entre 20 et 30 ans et un commerce où il y a 2 boutiques, mais tu te doutes bien que forcément l'approche que tu vas avoir, elle va être beaucoup plus précise et automatiquement, elle va toucher les pain points, les points de douleur de ton prospect et il va se dire, ok, le mec en face, il m'a compris, en 1 minute, il m'a convaincu et je sais que si je prends rendez-vous avec lui, je ne vais pas perdre mon temps. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de définir ton ICP. Et une fois que tu as fait ça, tu vas partir sur la constitution de ton fichier client. Tu vas derrière faire ton mapping, faire ton scrapping. Je peux mentionner des outils, Casper, Lucha, etc. Tu viens récupérer toutes ces données, tu te constitues ton fichier client, et une fois que tu as fait ça, tu fous tout dans un CRM. Tu le fous dans un Excel si tu veux, mais l'avantage du CRM, c'est que tu viens capter toute cette information pour la réutiliser au bon moment. Et une fois ça fait, tu viens rédiger ton script destiné à ta cible, à une cible ultra précise. Et comme ça, que tu sais que ton discours va être percutant, impactant et qui va toucher ta cible. Il va être personnalisé. Et il y a énormément de mes coachés qui disent, bah ouais, mais dans ces cas-là, la personnalisation, on la retrouve pas dans le discours. Mais oui, mais si la personnalisation, tu l'as fait dès la définition de la cible. Si dès la définition de la cible, tu comprends l'interlocuteur que tu as en face de toi et tu lui mets en face une proposition de valeur qui est alignée à 100%. Tu n'as même pas besoin de faire de personnalisation. C'est là où où elle doit vraiment se jouer la personnalisation. Et, et après, derrière, effectivement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas constituer ta liste, ce qu'on appelle ta liste de prospects. Une fois que tu as fait ton import, que c'est sur le CRM, tu regardes, tu fais une veille sur chacun de tes prospects, tu vas sur le profil LinkedIn, tu vas sur le site internet. Faut pas que ça te prenne trop de temps, parce que si ça te prend 3 jours pour faire cette veille, tu perds du temps. Et le temps que tu perds, c'est du temps que tu n'as pas appelé. Tu fais cette veille, tu vas récupérer les bonnes infos. Si tu arrives à détecter un icebreaker ou un compelling event, tu le prends. Ce qu'on appelle un compelling event, c'est un événement sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour augmenter tes chances de prendre un rendez-vous. Typiquement, je viens de voir que tu as fait une levée de fonds, ou alors je viens de voir que tu viens de rejoindre cette nouvelle entreprise. Enfin bref, c'est un événement sur lequel tu peux faire le parallèle avec ta proposition de valeur. Imaginons, je vends un logiciel de recrutement qui permet de gagner du temps au DRH. Je vais sur le profil de mon prospect et je vois qu'il y a une annonce de recrutement de l'entreprise qui est ouverte depuis 4 mois. Mais ils sont dans la dèche, tu vois, sur les recrutements. Et bah, typiquement, je vais pouvoir faire la transition avec ça. Bonjour, c'est cool. Je me permettais de vous passer un petit bout de fil. Je viens de voir que vous avez justement une annonce de recrutement qui est ouverte depuis 4 mois. Je voulais savoir si vous avez trouvé quelqu'un, trouvé le poste. Forcément, enfin, à 90% du temps, si elle est ouverte, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. Bah non, écoutez, on n'a pas trouvé. Et là, tu fais le parallèle avec ton offre. Là, tu fais le parallèle avec ta proposition de valeur. Tu montres que tu as fait tes devoirs, tu montres que tu t'es intéressé à ton prospect. Et en fait, là, on ouvre encore une porte à un autre sujet, mais tu viens justement, en fait, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est avoir un discours qui va te permettre de t'aligner et d'être pair à pair lors d'un échange avec un interlocuteur. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que dans n'importe quel échange avec n'importe qui, ta femme, ta sœur, ta mère, n'importe qui, il y a toujours un rapport de force. Moi, avec ma copine, bah, c'est elle qui porte la culotte. Ça, c'est, tu vois, typiquement, c'est ça. Mais il y a toujours un rapport de force. Et quand tu appelles ton prospect, le réflexe, c'est de se dire, je vais appeler mon prospect, je vais le déranger. Non, tu vas appeler ton prospect, tu l'as tellement bien défini, tu sais qu'il y a un problème, toi, ça tombe bien, tu as une solution au problème,
Juste toi, ce que tu fais, c'est de la mise en relation. C'est aligner un problème en face d'une solution. C'est tout ce que tu fais. Tu viens pas le déranger. Et s'il commence à partir en cacahuète, à t'insulter, à dire mais vous êtes qui, etc., tu fais le holà. Toi, tu voulais apporter une solution à un prospect. S'il veut pas de toi, tu peux pas. C'est comme un médecin qui voudrait forcer un patient à arrêter de fumer. Si la personne de base elle veut pas arrêter de fumer et elle te dit que non, elle veut pas arrêter de fumer, elle veut rester là-dedans. Si toi tu prêches la bonne parole et t'arrives avec un discours où tu lui communiques ton intention et qu'elle le veut pas, eh ben t'y peux rien. Et ça, c'est faire, faut l'accepter. Intéressant. Intéressant. J'aime beaucoup. Dommage que ce podcast ne puisse durer qu'1 heure et demie parce que j'ai tellement de questions. Hein, c'est hyper fou. Tu as parlé d'ICP, tu as parlé de persona buyer. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui font qui mélangent un petit peu les deux. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur ces deux, disons, techniques? En fait, l'idéal customer profile, ça va être le profil de ton client idéal. Et pour définir ton ICP, les deux questions à se poser, où là justement tu sauras en fait, tu auras ta réponse, c'est à qui tu apportes le plus de valeur et qui t'apporte le plus de valeur. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, c'est cool, tu vends des Formule 1. Forcément que tu vas apporter énormément de valeur aux peintres de ta ville. Mais est-ce que c'est pour autant que les peintres de ta ville peuvent se permettre d'acheter une Formule 1? Non, là, il n'y a pas un bon fit. Donc ça, c'est ton ICP. Tu te poses ces deux questions, normalement, tu as ton ICP. Et sur le buyer persona, c'est ton profil d'acheteur. C'est-à-dire que le profil acheteur, typiquement, ça va être un DSI, ça va être typiquement un profil, ça va être un métier en fait. Et c'est là où ça va te permettre de faire la différence. Intéressant. Et tout à l'heure, tu m'as parlé aussi avant de te poser cette question, je vais rebondir encore sur ce que tu dis sur cette partie ICP, personal buyer, ou en anglais, buyer persona, c'est un peu plus stylé. J'aimerais savoir, moi, je pense que le personal buyer change avec le temps, concrètement. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Et je me dis que voilà, lorsque tu lances une entreprise, lorsque tu identifies un type de client, concrètement, eh bien, les besoins de cette personne peuvent changer à travers le temps. Ses caractéristiques, etc., peuvent changer. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, par exemple, voilà, ils lancent une offre, une cible, ça se passe très, très bien sur 1 ou 2 ans, et par exemple, sur la troisième année, ça va plus. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? En fait, déjà, ce que tu dis, c'est normal. Ce que tu dis, c'est logique. On est dans un monde qui évolue à 3000 à l'heure. Vraiment, il y a des innovations à tous les coins de rue, il y a des nouveaux logiciels qui sortent tout le temps, il y a des nouveaux besoins qui évoluent, il y a des métiers qui disparaissent. Typiquement, je pense à ChatGPT, il y a mis une claque à un peu tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Et donc forcément que tu as des événements dans la vie et dans la société qui va faire que ton offre, soit elle va devenir obsolète, soit elle était obsolète et d'un seul coup, elle devient dans l'air du temps. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. L'idée, c'est jamais de s'embourgeoiser, c'est jamais de rester dans son confort, et c'est toujours voir plus loin que le bout de son nez. Ça passe sur de la veille technologique, ça passe sur de la veille d'information. Et tu me demandais mon conseil. Et pour moi, mon conseil, c'est ça. C'est toujours rester au goût du jour, toujours vraiment faire cette veille technologique et d'information pour capter les informations qui arrivent. Et ok, est-ce que l'information qui arrive, elle va totalement changer mon business? Oui, non. Et là, dans ces cas-là, t'aiguille. Un parcours entrepreneurial, c'est jamais un parcours linéaire. C'est jamais un parcours où ton offre, c'est bon. Une fois que tu as trouvé le buyer persona, tu peux t'engouffrer là-dedans. T'es pas à l'abri que dans 5 ans, ton offre, elle vaut plus rien. Tu vois, toi aujourd'hui, tu es une entreprise, je sais pas, qui met à disposition des caissières pour les supermarchés. Bah, aïe, le jour justement où il y a eu l'apparition des caisses automatiques, bah forcément que ton business, tu dois le revoir. Forcément que tu dois proposer, bah là, plus des caissières, mais je sais pas, des ingénieurs qui font l'entretien sur ces machines. Forcément que ça évolue tout le temps. Et ça, c'est dans n'importe quel sujet commercial. Il faut toujours garder cette hauteur, enfin toujours prendre de la hauteur et voir plus loin que le bout de son nez. C'est exactement ça. Franchement, mais non, mais en vrai, tu rigoles, hein, mais c'est vraiment s'adapter ou mourir. Et surtout que la vie d'une entreprise, c'est vraiment la vie. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est vraiment la vie d'une personne, enfin d'une entité. Vraiment, vois-le comme la vie d'une entité. Et si ton entité, tu la travailles pas ou tu la chéris pas, tu regardes pas si elle est toujours au goût du jour, elle va mourir, un peu comme une plante. C'est exactement ça. Pas mal d'entreprises se sont pris ces mots-là, PEDAC, etc. On ne revient pas là-dessus. Mais j'ai d'autres questions encore qui m'arrivent à l'esprit.
envie de te parler de CRM. C'est quoi un CRM et surtout, c'est quoi l'utilité justement d'un CRM pour des novices en sales? Parce que je le sais bon, j'ai pas été sales, hein, enfin, c'est un petit peu, j'étais responsable de zone pour une entreprise qui délivrait des produits vers l'Asie, les Émirats. J'étais également responsable euh, également international dans l'Afrique, etc. C'était hyper intéressant. Et je sais que en tant que gestionnaire de portefeuille, etc., j'ai détesté les CRM et tu vas pas me croire, hein. Bien que je détestais les CRM, j'étais en alternance, j'ai fait mon mémoire sur les CRM. Un truc de ouf. Et c'était en anglais. Donc, c'est une période de ma vie, je ne dirais pas horrible, parce que en faisant le mémoire, j'ai appris à comprendre pourquoi est-ce que c'était aussi intéressant et important. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'importance du CRM. Qu'est-ce que c'est que le Customer Relationship Management? En... Tu l'as dit en anglais, moi je vais faire la traduction en français, ça va être ton logiciel de relation client. Il y en a sur certains, c'est Excel, donc avec un tableur, des colonnes, etc., des lignes. Le mieux, c'est vraiment, enfin, l'utilité première d'un CRM, c'est vraiment pouvoir centraliser toute l'information pour pouvoir ensuite la réutiliser. En fait, pourquoi c'est ultra important sur une fonction commerciale ou pour n'importe quelle entreprise, c'est que derrière toutes les informations que tu vas capter, en call, en mail, sur LinkedIn, qu'importe, derrière tu viens la conserver pour pouvoir la réutiliser au bon moment. Peut-être qu'un jour, tu vas me dire que ton chien, il s'appelle Fernand, et sur l'instant, ça ne me sert à rien, l'information ne me sert à rien. Mais qui sait, ça tombe dans 3 mois, je vais vendre des croquettes. Revirement total de mon entreprise, je me mets à vendre des croquettes. Et je serais bien content d'avoir capté l'information il y a 3 mois et pouvoir t'appeler. Et bonjour c'est cool, je sais pas si tu me remets, je sais pas si tu te rappelles de moi. On avait échangé ensemble à l'époque et justement tu m'avais dit que tu avais un chien qui s'appelle. Ouais. Moi aujourd'hui je me lance une offre, je lance une offre de croquettes qui bref, tu sais pas quoi. Et tu fais le lien avec l'information que tu as captée. Et ça, en fait, pourquoi c'est ultra important aussi un CRM, c'est que derrière, il y a une phrase qui est tellement puissante, c'est la data, c'est la clé. Plus tu as de la data sur un prospect, sur une entreprise, sur n'importe qui, plus derrière tu la comprends et tu peux faire le lien toi avec ta proposition de valeur. Et plus tu as de data, plus derrière tu peux t'en servir. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des data analysts, il y a des data scientists, il y a vraiment des personnes qui sont payées pour analyser la data et la réutiliser. C'est parce que la data c'est vraiment de l'or en fait, tout simplement. D'accord avec toi. Et surtout, ben, quand vous téléchargez des e-books ou vous téléchargez je sais pas, peu importe, en ligne, ce n'est pas gratuit. On prend vos data pour vous targeter après. Bon, je ne vais pas vous le dire, mais c'est comme ça. Hyper intéressant ce que tu dis. Donc, j'aurais deux questions à te poser. Tout à l'heure, on parlait disons, des spiritualités, etc., en entrepreneuriat et surtout en sales. J'ai envie que tu reviennes un petit peu dessus, même 2 minutes. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces ça? La question, c'est comment est-ce que la spiritualité, justement, elle peut t'aider à performer en tant que sales? Quand je parle de spiritualité, je parle des mantras, je parle de mindset, je parle euh, 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 de posture, de lecture, enfin, tout ce qui est vraiment, tout ce qui n'est pas palpable à voir, mais qui permet de performer, quoi. Tout à l'heure, on a parlé du sport. Là, c'est plus ce cas de figure-là. En fait, tu vois, t'as dit quelque chose en off tout à l'heure que j'ai trouvé ultra pertinent. C'est la question de paix intérieure. Tu vois, c'est vraiment la question de faire le vide et de faire le tri en fait dans toutes tes pensées. Et il y a aussi un livre. Depuis tout à l'heure, je prends que des références. Ça fait le mec qui s'appuie sur des livres, mais ça, franchement, la lecture, ça aide vraiment beaucoup. Le nom de l'auteur, il s'appelle Eckhart Tolle. Et en fait, le nom du livre, c'est Le pouvoir du moment présent. Et en fait, pourquoi c'est important à chaque fois de se resituer dans le moment présent, ça te permet d'arrêter de penser avec ta tête, ça te permet de penser dans l'instant. Et en fait, pour justement faire le parallèle avec le commerce et avec l'entrepreneuriat, on a toujours en fait c'est pas une facilité, c'est plus cette tendance à voir en fait, à se projeter dans 3 mois, à se projeter dans 4 mois, etc. Et à toujours avoir cette quête de visibilité future. Sauf que à trop voir dans la visibilité future, ça t'empêche de savourer l'instant présent et ça t'empêche de vraiment être pleinement dans l'instant. Automatiquement, tu as une petite partie de tes pensées qui est dans 3 mois, qui est dans 4 mois, qui pense déjà au futur. Et ça t'empêche d'être pleinement là. C'est vois plus le temps comme une temporalité. J'ai un rendez-vous dans 3 mois, j'ai ça dans 3 mois. Donc, dans ces cas-là, tu vas faire des actions, tu vas mettre des actions en place au créneau que tu as dédié. Mais typiquement, là, tu es en tournage ou là, tu es en rendez-vous. Et tu te concentres pleinement sur ton rendez-vous. Je sais pas, même sans parler du travail, tu es
Tu es au cinéma, tu es avec ta chérie, tu es au cinéma, et bah tu profites, tu es au cinéma avec ta chérie, tu penses pas à l'après en fait. Tu es ici, de toute façon, tu peux pas être ailleurs, tu savoures. Et en fait, c'est vraiment cette notion de profiter de l'instant présent qui m'a permis derrière de gagner en énergie, d'avoir moins de pression, d'avoir plus de confiance et d'avoir un truc qui est ultra important, beaucoup moins de stress. Et en fait, le stress, c'est vraiment le fléau de l'entrepreneur. Derrière, ça va t'empêcher de dormir, ça va te faire cogiter tout le temps. Et le fait d'avoir cette paix intérieure où tu savoures l'instant, tu sais ce que tu dois faire à l'instant présent, tu as défini tes objectifs, tu les connais, tu sais que pour tes objectifs, tu dois faire telle action, ça te permet d'être en paix avec toi-même et que ce chaos de pensée, ce chaos cérébral, eh ben, tu le calmes un petit peu. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que le livre, je ne l'ai pas lu, mais ça me donne énormément envie de le lire. Parce que je suis, je pense toujours au boulot, au partout, et c'est vraiment pas bien, je t'assure, ce n'est pas bien de faire ça, parce que ça, voilà, tu perds le temps que tu fais, en fait, tu perds le temps que tu passes avec soit les collaborateurs, soit tes parents, soit ta famille, soit ta madame ou tes messieurs, si tu as un madame, enfin, une madame ou un monsieur. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que en fait, pendant que tu étais en train de parler, moi j'ai eu un petit déclic là. C'est que, en fait, quand tu mets de l'importance dans l'instant présent, euh, tu y mets vraiment de l'importance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand tu mets de l'importance, ça fait que je me répète un peu là, mais concrètement, en fait, tu vas dedans. En fait, tu veux bien faire la chose qui t'est le plus important maintenant, là, tout de suite. Alors que quand tu commences à penser à J plus 3 mois, etc., eh bien, concrètement, ton esprit a J plus 3 mois aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu fais maintenant, soit dans prospection, soit du marketing, ou peu importe ce que tu fais. Tu es là-bas et en même temps tu es ici, ce qui fait que tu peux arriver à faire un petit peu n'importe quoi et à avancer. Si tu veux, au lieu de faire un grand pas, tu fais des petits pas un peu partout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou bien si tu partages ce que je dis ou si tu veux ajouter quelque chose ou pas. Mais pendant que tu parlais, en fait, c'est ce déclic-là que je viens d'avoir. En fait, tu vois, il y a cette tendance aussi, l'être humain a tendance à se dire que si je suis multitâche, ça veut dire que je suis productif. Et je te mets au défi, prends 5 tâches bien différentes. Tu te dis, vas-y, faut que je fasse les 5 tâches en même temps. Ça tombe, tu vas mettre un mois et demi, enfin en fonction des tâches bien sûr, hein, mais tu vas mettre un mois et demi, 2 mois à les terminer. Par contre, si tu prends une tâche, une par une, et que tu les alignes, que tu les déblayes, ton cerveau, il va se mettre en mode première tâche. Ensuite, il va mobiliser les compétences cérébrales et physiques pour la deuxième. Ensuite, pour la troisième, et ainsi de suite. C'est parce que typiquement, ton cerveau, je te pose la question, c'est pas un épisode interactif, mais à ton avis, combien de temps ton cerveau met pour se concentrer sur une nouvelle tâche? C'est ça, mais en moyenne, c'est entre 10 à 15 minutes. C'est-à-dire que si là, tu es en session de call, tu fais un appel, nanana, en même temps, tu es sur LinkedIn, en même temps, tu réponds à des mails ou je sais pas quoi, et peut-être tu écoutes de la musique ou tu joues à je sais pas quoi, à Candy Crush, allez, je sais pas si ça existe encore. Mais en fait, le truc, c'est que tu mets ton cerveau en mode LinkedIn, donc en mode divertissement, je bouffe des données, je bouffe des choses, limite, je réfléchis pas. En même temps, tu demandes à ton cerveau d'être éveillé pour pouvoir répondre aux objections, te rappeler du discours que tu dois apporter à ton prospect, et ainsi de suite. En même temps, tu es sur une autre tâche, et ainsi de suite. Et tu vas droit dans le mur. L'idée, c'est vraiment que tu prends une tâche, tu la déblayes sur la fenêtre dont tu t'es donné, et ensuite tu passes à une autre tâche. Ça peut peut-être sembler robot ou le terme rébarbatif, enfin, c'est pas rébarbatif, mais grisant, mais tu verras, tu avanceras 3 fois plus vite plutôt que de te mettre sur 45 tâches en même temps et d'avancer petit bout par petit bout par petit bout. Parce que avant, enfin, et je suis sûr qu'il y a plein de tes auditeurs qui pourront s'y retrouver aussi, le nombre de fois où je me suis mis sur plusieurs tâches et que je me rendais même pas compte que parfois je recommençais une tâche, où j'étais tellement pas concentré que la tâche, en fait, je la faisais pas bien. Et après, je dis, bon, de toute façon, allez, j'arrête de faire les choses en même temps, je me mets à fond dessus, et là, du coup, je recommençais, je repartais de zéro. Et en fait, du coup, tu perds du temps enfin, là, c'est l'inverse, du coup, tu vas gagner tout le temps que tu perdais avant. Intéressant, intéressant. Vraiment super intéressant. Du coup, une question. J'ai une autre question pour toi, Augustin. C'est plus sur, enfin, pas une question, mais j'ai envie de faire étant donné qu'il me reste pas mal une trentaine de minutes, et je sais que même pas une vingtaine de minutes, parce que tu dois bouger très très bientôt. J'ai envie de faire une étude de cas avec toi, si ça te chauffe. Euh, voilà, on va supposer que voilà, je viens de créer une entreprise et j'ai besoin de quel type d'entreprise de vente, allez, disons de robot spatial, tu vois, celui qui est juste derrière moi, ou celui que je te présente juste en face
comprendre. C'est dit que je te présente juste 2 secondes, les aléas du direct encore, et je te présente juste en face de moi. Voilà, je dois le vendre. Concrètement, je n'ai rien, j'ai pas de data, etc. Et j'ai envie qu'on bûche, si tu veux, sur toutes les étapes à faire pour pouvoir déjà décrocher son premier appel et après décrocher disons son premier contrat, quoi. En partant déjà du source, enfin, de la création de l'offre à la partie, disons, sourcing en termes de data, stockage de data, etc. etc. Est-ce que ça te fait? Ouais, carrément. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec ICP, fichier client, script, et ensuite tu passes au bigot. Ah, typiquement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la première étape, une fois que ton offre elle est définie, c'est tout de suite, là tu as ton offre sur le papier, pour moi, la première étape, c'est de résumer ta proposition de valeur en 1 à 2 phrases. Tu pars pas dans des argumentaires de dingue à dire telle feature, je sais pas quoi, etc. Tu peux mettre une touche de storytelling, mais il faut que ça reste quelque chose de clair, net et concret. Si tu me dis que tu fais gagner du temps, tu me dis combien de temps tu fais gagner et comment tu le fais gagner. C'est bien de dire, moi aujourd'hui, je fais gagner du temps aux entrepreneurs. Par contre, si je te dis, moi aujourd'hui, je fais gagner 4 heures par jour aux entrepreneurs de la tech en automatisant toutes leurs tâches, là, tu es quelque chose dans beaucoup plus concret qui parle beaucoup plus. Il faut qu'en fait, ton offre, donc la proposition de valeur qui en découle, il faut qu'elle touche à un besoin viscéral auprès de tes prospects. Il faut que quand ton prospect l'entend, il se dise, ok, je vois exactement de quoi il parle et j'ai besoin de lui. Et je me projette, pourquoi pas moi en fait. Ça, c'est la première étape. En se posant ces questions, tu sauras quelle cible, quel buyer personnel, quel ICP, on en a parlé tout à l'heure, mais quel profil va être à même d'avoir besoin de ta proposition de valeur. Et une fois que ça s'est fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, là, dans ces cas-là, tu commences à mettre des actions de growth marketing, de créer ton fichier client, d'aller chercher la donnée. Il y a un process qui est ultra connu, c'est tu vas sur Sales Navigator, tu te l'importes, tu récupères avec du Lusha ou avec du Casper. Lusha et Casper, c'est des extensions. Tu vas sur Sales Navigator, tu mets un filtre, typiquement, je sais pas, DSI, entreprise de plus de 500 salariés, enfin bref, tu mets tes critères que tu as définis au préalable. Et plus tu en auras, mieux ce sera. Ensuite, tu te constitues ton fichier client. Et après, une fois que tu as fait ton fichier client, tu l'importes dans le CRM. Et après, une fois que tu l'as importé dans le CRM, forcément, tu vas rédiger ton script d'appel et là, tu passes à l'appel. Super. Du coup, tu as passé le hack, hein, tu as pu dire en un coup, je pensais mettre un peu plus dedans. Super, il est vif, c'est top. Du coup, d'ailleurs, donc j'ai une question maintenant qui me tombe également. C'est cette partie, on a parlé du sourcing, des growth, etc. Il y a des outils que tu as utilisés. Euh, Comment est-ce que tu peux... euh, non, ça y est, ça on l'a déjà fait. C'est-à-dire que j'ai fait mon offre, j'ai défini mon offre, j'ai fait ma valeur ajoutée, on est d'accord. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon ICP et puis identifier ma cible concrètement. Je suis parti me sourcer à travers disons des outils, etc. C'est Navigator, voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à appeler directement. Comment ça se passe? En fait, déjà, la première étape aussi, c'est que il y a énormément de profils commerciaux qui disent, enfin, ou de formateurs, enfin bref, de coachs, qui disent, on m'a dit que soit ils le disent, soit c'est des call callers qui disent, on me l'a dit, que pour être un bon call caller, il fallait faire de l'appel, faire de l'appel, faire de l'appel, faire de l'appel. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est la répétition qui va amener l'excellence. C'est une phrase qui est connue, tout comme en entraînement de muscu. Mais en fait, l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a des moments pour pratiquer autres que les appels. Voyez les appels comme vos matchs, comme vos compétitions, vos matchs de basket. Moi, je suis un gros fan de basket, donc comme vos matchs de championnat. Et à côté, vous travaillez aussi votre ton, votre intonation, votre voix devant votre miroir, avec des collaborateurs, avec des collègues. Là, vous dites c'est l'entraînement, c'est là où je peux me permettre de griller des cartouches et c'est là où je peux me permettre d'utiliser ce qu'on appelle des mots noirs et que mon collaborateur le détecte et me dise bah écoute là c'est cool sur cette partie-là, tu devrais peut-être plus le dire d'une autre manière ou parfait tu gardes sur ça. Il y a énormément de commerciaux qui se disent moi je m'entraîne pendant mes call avec mes prospects et comme ça me permet de monter en compétence. Non, dédie aussi toi des plages dans ton agenda où pendant 1 heure, tu vas réécouter tes appels, pendant 1 heure, tu vas t'entraîner avec ton collaborateur et tu vas travailler ton pitch, tu vas travailler ta voix parce que c'est aussi une grosse question d'éloquence. C'est-à-dire que si tu arrives et tu déblayes juste un script, là tu prends une feuille, tu déblayes ton script. Bonjour, c'est cool, aujourd'hui je vous appelle. Non, là, on sent tout de suite le script et 2, tu vas pas prendre de rendez-vous.
Par contre, si tu arrives, tu mets de la chaleur, tu mets de la forme et tu mets de la structure à ton script, tu sais mettre des blancs au bon moment, tu sais faire des hésitations alors que tu hésites en rien, mais tu fais quand même une hésitation. Typiquement, ton prospect il te balance une objection, tu vas jamais lui répondre du tac au tac, tu vois. Genre, imaginons que tu me dis, est-ce que vous faites ça? Ah oui, on fait ça. Tu vas jamais lui répondre tout de suite, tu vois. Il va se dire, putain, mais le mec, il a son script. À côté, il a préparé une batterie d'objections qui sont courantes et il attendait juste que je dise ça. Enfin, je me sens pris au piège. Il n'y a rien de pire pour un prospect que de se sentir pris au piège. Du coup, tu es un peu contre le script, c'est-à-dire partir un peu au feeling, ou bien avoir quand même une base de script et adapter en fonction des réponses du client. Non, moi, pour le coup, je suis un gros fan. Je suis vraiment un gros fan du script pour justement avoir une structure et avoir un cap à tenir, avoir un horizon. Parce que oui, effectivement, tu vas rédiger le script pour avoir toute cette base sur papier ou sur ordinateur. Et derrière, en fait, ce qui va t'enfermer dedans, c'est ton manque de flexibilité et ta rigidité. Si derrière, toi, tu récites ton script et ton prospect te donne une objection, tu sais pas quoi répondre, bah, c'est pas la faute de ton script, c'est parce que t'as pas préparé les objections et tu t'es enfermé dedans. A contrario, si tu sais qu'il y a effectivement il y a la partie script, mais il y a aussi les à côté que tu dois bosser, ce que je te disais, le ton, l'intonation et les objections, forcément derrière, ton discours, on n'aura pas l'impression que tu le récites. Il y a des techniques qui existent que je trouve très très intéressantes parce que il y aura qu'on ça il y a très longtemps, mais nos éditeurs ne les connaissent pas. Les méthodes sont cases. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Et est-ce que tu y vois de l'important de l'utilité maintenant l'appliquer? Ou voilà, il y a de l'innovation, il y a des techniques à utiliser maintenant. Non, pour la méthode, enfin, méthode Sookers, pour tes auditeurs, s'il faut éclairer, c'est en fait, tu vas définir un petit peu les leitmotivs et enfin enfin, c'est pas les pain points, mais c'est plus les points d'accroche de ton prospect. Typiquement, son cas, c'est les acronymes de sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, et le dernier S, je ne le sais plus. Ça, pour le coup, je ne sais plus. Mais en fait, typiquement, tu vas Ah, pouvoir bah, c'est le déterminer bah, dernier, je crois. Et je crois qu'ils ont ajouté sympathie. un C'est dernier, c'est sympathie. E de d'environnement, quelque chose comme ça. C'est sympathie, je crois. Je crois que c'est Et sympathie. dans Ouais, le le dernier dernier S, S, c'est c'est sympathie. sympathique. Et en fait, derrière, tu vas dire, bon, bah, ok, mon prospect est friand de nouveautés. Ok, mon prospect, il aime le confort. Enfin, bref. Et derrière, tu vas adapter ton discours. Il y a aujourd'hui des extensions, des logiciels qui te permettent de définir tout ça, qui te permettent aussi de définir le profil disque de ton prospect. Profil disque, en fait, sur cette partie-là, je suis pas bon pour l'expliquer, mais tu as différents types de profils, bleu, rouge, vert et jaune, je crois. Et en fait, derrière, le profil disque va influer sur quel type de prospect est ton prospect, justement. Je crois que rouge, c'est autoritaire, donc c'est quelqu'un qui aime bien le contrôle. Je vais pas partir là-dedans parce que c'est pas mon. C'est pas ma. Enfin, c'est pas ma cam, deux, c'est pas mon expertise. Mais c'est surtout que, ouais, effectivement, il y a certains outils qui vont te permettre de définir tout ça. Ok, super. Ouais. Moi, je me dis aussi que c'est utile, enfin, c'est intéressant de l'avoir. Mais enfin, par exemple, personnellement pour moi, lorsque je faisais mes prospections, j'avais un petit script, c'est-à-dire quelques lignes, mais c'était beaucoup plus sur la personnalisation, vraiment. J'essayais de comprendre qui j'avais en face avant d'échanger, même avant même d'appeler, parce que les profils, même si on a le ICP, le personal buyer, etc., ils sont humains concrètement, et il y a énormément de choses qui changent. Donc moi, le petit tips que je fais de mon côté, moi j'enquête énormément sur la personne, que ce soit sur LinkedIn, Sales Navigator. En fait, j'essaie de lui envoyer des pics un petit peu de partout. C'est-à-dire que regarder un peu sur LinkedIn, ah, je sais qu'il reçoit une notification, ah, telle personne a regardé mon profil, ensuite il est passé un petit coup là, un petit coup de PL, ensuite il ferait autre chose, ensuite il ferait du LinkedIn, toutes ces choses-là. Moi, ma question, c'est pour toi, est-ce que tu penses que cette partie cross, elle est intéressante ou bien parce qu'elle peut paraître aussi envahissante. Voilà, le gars est Marcel ou quoi, qu'est-ce qui se passe? euh, ou bien est-ce que tu penses que voilà, c'est plus mieux, c'est plus envisageable de faire vraiment un appel fixe directement, enfin faire du cold calling directement. Alors, je vais te répondre, malheureusement, ça pourra être ma dernière réponse. Limite, on pourra se faire un deuxième épisode Ouais, si tu veux. Ah, franchement, avec grand plaisir. Mais c'est là, pour le vraiment coup, triste, vraiment, vraiment, vraiment. on se fera un Après deuxième ma liste épisode. de questions, tu verras qu'on n'a même pas fait la moitié, c'est un truc de dingue.
Bon, on se fera un deuxième épisode avec Ouais, grand j'espère. plaisir. Mais là, la question que tu m'as apportée, elle va nécessiter un peu de réponse quand même. Mm. En fait, sur la notion d'omnicanal, ce qu'on appelle l'omnicanal, c'est multiplier plusieurs canaux pour augmenter tes chances de prendre un rendez-vous ou tout simplement de signer. C'est ultra puissant. Mm. C'est ultra puissant, pas dans une optique d'harcèlement, de harceler ton prospect pour augmenter les messages. C'est vraiment plus dans une optique de démontrer l'intérêt que tu portes à ton prospect. Et en fait, typiquement, ça va se goupiller comme tu envoies une demande de connexion sur LinkedIn. Ensuite, juste une simple demande de connexion. Derrière, tu peux envoyer un petit mail. Derrière, ensuite, tu peux passer un petit coup de fil. Et en fait, tu es sur 3 canaux différents. Ouais. Mais imaginons ton prospect, il n'a pas été sur LinkedIn et il ne regarde pas sa boîte mail. Il ne va même pas se rendre compte que tu l'as contacté 3 fois. Et au moins, ça te permet de, quand tu vas l'appeler, tu vas arriver avec ce qu'on appelle de la chair fraîche. Tu as pu montrer patte blanche et tu as pu déjà... Et tu sais ce qu'on appelle essuyer les pieds avant d'entrer. Tu n'es pas arrivé, bonjour, c'est cool, tu déboules tout ça. Tu peux commencer à lui dire, bah ouais, justement, je ne sais pas si vous me remettez, je vous envoie une petite demande de connexion sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger. Je m'étais permis de vous envoyer 2-3 infos aussi par mail. En fait, moi aujourd'hui, je me suis permis, enfin bref, et là, dans ces cas-là, tu découles sur la personnalisation que tu as fait, sur ton accroche, sur ta proposition de valeur, et tu n'as pas harcelé ton prospect, juste tu l'as montré que tu t'intéressais à lui en fait. Super. Bon, écoute, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, donc ça fait plaisir. C'est génial, c'est génial. Vraiment, je te remercie déjà pour cet échange parce que c'est hyper intéressant et en 10 minutes, il n'y a que de la valeur, que de la valeur, que de la valeur. Je pense que j'aurais écouté moi-même ce podcast pour me tipser et je te remercie pour ce temps accordé. J'espère que tu as kiffé aussi de ton côté et j'aimerais savoir juste ma première petite question, enfin une dernière petite question, mais première, ma dernière, qu'est-ce qu'on te souhaite surtout et où est-ce qu'on peut te trouver pour la suite? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur LinkedIn, je publie tous les jours sur le call, soit des mèmes, soit des partages d'expériences, soit des partages de tips. C'est un petit peu mon lieu de travail, si je puis dire. On peut me retrouver sur Spotify, Deezer, Amazon et Ocha pour le podcast Le Callcast. Et si vous voulez venir à Lille, qu'on se boit un coup, qu'on passe un bon moment, vous pouvez venir à Lille. Moi, je suis de la région lilloise, en plein centre de Lille. Et si vous voulez parler call, parler formation, coaching, stratégie de call, écoutez, je suis votre homme. Ce sera avec grand plaisir. C'est génial. Je t'oublie pas pour la prochaine session. En tout cas, c'est hyper intéressant. C'est de la valeur ajoutée. C'est vraiment, vraiment génial. Et j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il a plu également à l'ensemble des personnes qui nous suivent. C'est vraiment génial. Donc, je te remercie pour ton temps. Et puis, dernière petite punchline que tu donnes aux entrepreneurs avant qu'on quitte. Je vais te dire la punchline que je lâche. Elle va être concentrée sur le call, mais je la lâche à la fin de mes podcasts. C'est chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. Super. Écoute, je te remercie beaucoup et on se dit à très vite. À très vite, c'est cool. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Salut. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.